Bonjour tout le monde. Voilà, on va avoir un direct du docteur Labraise. Voilà. Ça fonctionne. Philippe, on va vous arrêter vous aussi. Oh, ça m'inquiète pas. Excusez-moi, avant qu'on commence, j'ai regardé quelques vidéos sur internet, des fois quand on parle à côté, ça brouille ce qu'on Jean-Philippe dit. C'est l'exclamation. Ah ouais. Donc silence. Voilà, silence s'il vous plaît, merci. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là, toujours. Donc nous sommes le dimanche 28 mars. Karine a commencé ce matin son 28e jour de grève de la faim. J'ai le sentiment que certaines personnes qui occupent le bâtiment derrière moi ne savent pas ce que représente précisément 28 jours de grève de la faim. C'est un préjudice considérable pour un organisme. En fait, le corps se remet jamais complètement d'une grève de la faim aussi longue. Pour mémoire également, elle a interrompu il y a quelques jours sa grève de la soif qu'elle avait conduite pendant 6 jours révolus. Donc elle rentrait dans son 7e jour de grève de la soif. Je peux vous dire, pour moi qui vis à côté d'elle quasiment 24 heures sur 24, le corps était très très proche de la faim en fait. Et je pense que les gens du palais de justice, en tout cas certains d'entre eux l'ont perçu. Et je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Pour mémoire, je rappelle que le jeudi, nous étions le 18. Donc Karine était à son 2e jour de grève de la soif qu'elle a commencé le 16 mars. Pour mémoire, elle avait commencé sa grève de la faim le 1er mars. Donc nous sommes donc aujourd'hui à 28e jour de grève de la faim. Donc jeudi 18, M. Morel, procureur de la République, a souhaité me rencontrer. Donc un de ses collaborateurs est venu me chercher, j'étais en train de mettre des affiches. Et donc nous avons parlé. Donc je l'ai soigneusement, bien évidemment, et respectueusement, avec beaucoup d'intérêt écouté. Il m'a rappelé plusieurs points en fait. Il m'a rappelé son attachement à la vérité. Alors je l'ai écouté d'abord, après je lui ai répondu. Donc j'ai noté qu'il était important pour lui de parvenir à la manifestation de la vérité, ce qui pour l'institution judiciaire me semble être la moindre des choses, parce qu'on ne peut rendre un jugement juste que si ce jugement se base sur les faits et la vérité. Donc c'était une préoccupation qui me semblait légitime de la part d'un procureur de la République. Ensuite, il a souligné qu'il était important pour lui que lui-même et où l'institution judiciaire ne se trouve pas confrontée dans quelques années au fait que les 2 enfants de Karine viennent trouver cette même institution et lui demander comment il se fait qu'elle ait pu passer à ce point à côté de la vérité. Donc il sous-entendait bien évidemment que Karine ait continué sa grève de la faim, continué sa grève de la soif, qu'elle n'ait pas été entendue et que bien évidemment cela l'ait conduite à une échéance fatale, à la mort pour dire les choses comme il faut les dire. Donc j'ai écouté également. Et ensuite, j'ai souhaité donc m'exprimer. Et la 3e chose importante, c'est l'engagement qu'il a pris de faire réexaminer ce dossier par un magistrat d'un service compétent. Donc quelqu'un qui puisse venir porter sur ce dossier un regard neuf, un regard neutre. Et cette notion de neutralité, elle est importante, j'y reviendrai dans un instant, parce que vous verrez que le droit, de mon point de vue, a été oublié et qu'on est rentré... Alors, si je peux voir comment, dans une querelle de personnes, mais de cette querelle de personnes, bien évidemment, la vérité ne peut pas advenir, et sur cette base-là, la justice ne peut pas être rendue. Donc, j'ai noté son engagement de faire réexaminer ce dossier par un magistrat d'un service compétent. Bien évidemment, M. Morel savait parfaitement à ce moment-là que Karine était en grève de la faim et grève de la soif. Donc la notion d'urgence était très certainement présente à son esprit. Donc j'ai pris acte de ça. J'ai quand même souhaité respectueusement mais clairement répondre. D'abord, s'agissant de la vérité, je lui ai donné mon sentiment, à savoir que la vérité, elle ne peut pas advenir pour la justice lorsqu'il y a un tel déséquilibre. Et qu'est-ce que j'entends par déséquilibre?
c'est qu'aussi longtemps que la justice considérera que la parole de l'ASE est parole d'évangile et que la parole des parents ne vaut rien, il n'y aura jamais véritablement un débat contradictoire. Et seul un débat contradictoire peut permettre l'émergence de la vérité. À charge pour le magistrat ou les magistrats qui écoutent les arguments des uns et des autres d'exercer leur jugement et de faire la part des choses. Parce que bien évidemment, dans ces dossiers, il y a des gens qui disent la vérité, la leur, qui s'efforcent de rester conformes aux faits. Il y a des gens qui mentent et il y a des gens qui commettent des erreurs dans leur appréciation. Encore une fois, si on nous met tous les 15 ici devant une situation donnée, nos points de vue divergeront probablement sur ce que nous avons vu véritablement et sur ce qui s'est passé. Et c'est toute la responsabilité du magistrat que de ce débat contradictoire émerge la vérité. Donc je lui ai dit, dans ce dossier, le dossier de Karine, mais comme probablement dans une grande majorité de dossiers, si les forces en présence ou l'importance accordée à la parole des forces en présence n'est pas rééquilibrée, il ne peut pas y avoir de vérité. Après, s'agissant du dossier de Karine, j'ai quand même souhaité lui dire, et c'était important, que la vérité, elle était facile à appréhender. Karine, elle a vu débarquer en mai 2017, 4 gendarmes, 2 éducateurs, qui sont venus lui enlever Samuel et Noah. Samuel avait 7 ans et demi, 3 ans et demi. Noah avait 7 ans et demi, 2 ans et demi, Samuel avait 7 ans et demi. Ça a été extrêmement brutal, extrêmement violent. Il a fallu d'ailleurs qu'elle attache elle-même les enfants, Samuel, dans son siège. On lui a dit, si vous ne le faites pas, attention. Voilà, elle ne l'a pas fait, elle a refusé de le faire. Mais attention, ça va être un point négatif pour vous. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement brutal, et bien évidemment, c'est extrêmement injustifié. Donc j'ai dit à M. Morel, aucune inquiétude de la part de Karine et de moi. Si un magistrat se penche sur ce dossier, réexamine les faits, ceux qui sont dans le dossier, et réexamine aussi tous les écrits de Karine, parce que Karine, elle a été conduite à rédiger un nombre très important d'inscriptions de faux. C'est-à-dire que Pierre, Paul ou Jacques des services sociaux disaient A, Karine disait non, ça n'était pas A, c'était B, et je démontre que c'était B. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de me faire confiance, je prouve que c'était B. Or, dans un grand nombre de jugements, dès lors que les services sociaux disaient A, même si Karine, avec la rigueur intellectuelle qui est la sienne, et avec la rigueur de raisonnement qui est la sienne, démontrait que c'était B. Non, on retrouve A dans les jugements. Comment faire advenir la vérité et permettre à la justice de rendre un jugement juste si c'est basé sur des inexactitudes, voire des mensonges? C'est impossible. Donc j'ai redit à M. Morel, c'est très bien, j'entends votre engagement, je note qu'un magistrat qui ne soit pas dans un problème de querelle de personnes, d'ego, je vais le dire comme ça, et d'ailleurs c'est édifiant parce que, pourquoi je dis ça? Parce que la question que je me pose et qu'on m'a posée à plusieurs reprises, mais c'est, Dr Labrez, pourquoi on ne sort pas de ça? Pourquoi quelqu'un ne se penche pas sur ce dossier et pourquoi est-ce aussi difficile que ça de faire émerger la vérité? Tout simplement parce que, malheureusement, maintenant, c'est un problème d'ego et c'est un problème de querelle de personnes. Et ça a d'ailleurs été remarquablement illustré par l'élément de réflexion que je vais vous donner. La magistrate qui a replacé Noah en octobre dernier pour 15 mois avait demandé un rapport de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce rapport, il disait des choses très simples. D'abord, ce sont 2 professionnels qui sont descendus de l'Allier, de Montluçon, et qui ont fait un travail extrêmement rigoureux. Et ces professionnels, ils ont acté plusieurs choses. D'abord, ils ont acté, ouvrez les guillemets, l'extrême bienveillance de Madame Trapp. Elles ont acté aussi le fait que son conjoint était quelqu'un de plutôt équilibré. Et très sincèrement, sans être arrogant, ou je pense être quelqu'un d'équilibré. J'ai bientôt 60 ans, je fais de la médecine depuis 30 ans, j'ai élevé 2 enfants qui sont des individus respectueux de la loi, un casier judiciaire vierge, qui s'impliquent socialement, qui sont très respectueux des autres aussi.
Voilà, donc je veux croire que c'est parce qu'ils ont eu, en tout cas un et plusieurs bons modèles, leur maman et puis des gens autour, que ce sont devenus les citoyens appréciables qu'ils sont devenus. Donc, sur la base de ce constat-là rigoureux, la dame de la PJJ préconisait le retour de Noah au domicile de sa maman. Et lorsqu'elle a signifié ça au chef de service du foyer Saint-Joseph, où se trouve, où vit, et moi je préfère dire où survit, quand je vois maintenant la vitesse à laquelle Noah décline. Donc ce chef de service a répondu, et ces mots sont très importants. Eh bien, Madame Trapp aura gagné. Comment ça, gagner? Pourquoi y aurait-il un gagnant et un perdant? Tout ce système devrait fonctionner avec une seule préoccupation à l'esprit, l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est sa mission, celle qui lui a été confiée par le législateur. Prendre soin de l'enfant, être éventuellement susceptible de retirer un enfant lorsqu'il y a un risque de danger identifié, et vous m'avez entendu le dire à plusieurs reprises, mais danger, c'est un concept éminemment subjectif. J'ai co-signé il y a quelque temps avec des professionnels de la santé et du droit une tribune dans laquelle on demandait, par exemple, que le conflit parental ne soit plus un motif de danger qui permette de retirer en catastrophe des enfants. Danger, c'est très subjectif. Un enfant trop attaché à sa maman, ça peut être un motif de danger. C'est extrêmement subjectif. Donc, lorsqu'elle a replacé Noah pour 15 mois en foyer, cette dame avait dans les mains le rapport qu'elle avait elle-même demandé et qui préconisait le retour de Noah chez sa maman. Donc, c'était manifestement une décision injuste, infondée en droit. D'autant que si je reviens sur les deux autres arguments qui l'ont motivé, vous allez voir à quel point on s'éloigne du droit. Le premier argument, c'était le fait que Madame Trapp, certes, était en couple avec le docteur Labrèze, mais depuis 6 mois uniquement. C'est un arbitraire, c'est un excès de pouvoir, c'est un abus de pouvoir. Dans quel texte de loi est-il écrit que, 1, seule une maman en couple a le droit de s'occuper de ses enfants? Parce que dans ce cas-là, malheureusement, il faut retirer probablement des centaines de milliers d'enfants qui vivent avec leur maman. Et 2, où est-il écrit que 6 mois, ça n'est pas un délai suffisant, mais 6 plus 15, 21, là, ça devient quand même suffisant. Où est-ce que c'est écrit? C'est un arbitraire. Et chaque fois que vous introduisez des arbitraires dans un raisonnement ou dans une procédure, vous créez les conditions d'une conclusion erronée ou d'une décision injuste. Et c'est une décision injuste. Et le deuxième argument qui a été soulevé par la magistrate Madame Lalande pour replacer Noah, c'était le fait que Madame Trapp j'ouvre les guillemets, ne donnerait pas sa place au père. Donc il faudrait rajouter 15 mois pour que la justice puisse s'assurer du fait que la place du père est respectée. Mais là, encore une fois, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si la justice ne s'appuie pas sur des faits, mais sur des appréciations, des points de vue, des hypothèses, alors on ouvre la porte aux injustices. Parce que cette assertion-là, celle qui, Madame Lalande dit, Madame Trapp ne réserve pas la place au père, est une assertion fausse, voire mensongère. Fausse pourquoi? Parce que tout dans ce dossier atteste du contraire. Lorsque Noah a été arraché brutalement à sa maman en mai 2017, 3 semaines après, il a été expertisé par un confrère pédopsychiatre. Et ce monsieur, dans son expertise, disait 2 choses très intéressantes. D'abord, Noah va bien. Alors, où est la notion de danger ou de maltraitance, si Noah va bien? Parce que manifestement, il s'épanouissait à côté de son frère Samuel et à côté de sa maman. Mais il dit également, et on revient au cœur du sujet, la place du père, donc son père, et la place du beau-père, le père de Samuel, est respectée. Donc un confrère, expert, actait une vérité indiscutable, mais que Madame Lalande met soigneusement de côté, à savoir que la place du père était parfaitement respectée. Et si on garde également à l'esprit le fait que ce monsieur, le père de Noah, a fait l'objet d'un rappel à la loi pour violence,
contre Madame Trapp, y compris dans certaines circonstances devant l'enfant. Si on garde à l'esprit que Madame Lalande, lorsqu'elle donne des droits de visite et d'hébergement systématiques à ce monsieur, père de Noah, mais qu'elle n'en octroie aucun à Karine, bien qu'elle ait entre les mains une décision de justice qui, en décembre 2018, a enlevé de toute urgence l'enfant au père de Noah, en actant la santé extrêmement préoccupante de Noah, l'autisme social. L'enfant était replié sur lui-même, alors que Noah, c'était un petit bout qui, quand il était avec sa mère, était hyper épanoui, faisait une multitude de choses, lisait, s'intéressait à plein de choses, faisait plein d'activités avec sa maman. Donc, violence de la part de ce monsieur, retrait par décision de justice en décembre 2018 pour état de santé extrêmement préoccupant. Elle ne le connaît même pas, il n'est venu à aucune des 3 audiences, et pourtant c'est à ce monsieur qu'elle confie systématiquement, qu'elle octroie des droits de DVH, et si l'état de santé de ce monsieur probablement le permettait, elle lui confierait probablement la garde de Noah. Eh bien je dis que les faits, en tout cas les arguments sur lesquels repose ce jugement, sont faux. Et personnellement, quand je dis ça, on peut, entre guillemets, on pourrait me mettre en cause pour jeter le discrédit sur une décision de justice. Et moi, je suis extrêmement respectueux de la justice et des décisions de justice. C'est pour ça qu'à presque 60 ans, j'ai un casier judiciaire vierge qui n'a jamais été mis en cause et jamais condamné, parce que je suis très respectueux de la loi et de la justice. Mais par contre, si je suis très désireux de respecter les décisions de justice quand elles se basent sur des faits indiscutables, je reconnais pleinement à un magistrat la liberté, en âme et conscience, d'apprécier des faits donnés et de voir s'ils ont une qualification pénale ou pas et de rendre un jugement. Je n'ai aucun problème avec ça et vous ne m'aurez jamais entendu critiquer ça. Mais lorsqu'une décision de justice se base sur des motifs qui sont manifestement faux, alors je m'octroie le droit de dire je ne peux pas considérer qu'il s'agit d'une décision de justice. C'est une décision d'injustice. C'est une décision inévitablement injuste puisqu'elle maltraite les faits et la vérité. Donc sur ce postulat-là, sur cette base-là, on ne peut pas rendre la justice. Donc en tant que citoyen responsable, je me reconnais le droit, ou en tout cas je me l'octroie, de dire ce jugement est nécessairement erroné. Et encore une fois, je reviens sur la promesse qui a été faite par M. Morel. Donc à moi jeudi, à Karine le lundi qui a suivi, donc nous étions le 22, demander à un magistrat objectif, qui ne soit pas dans un conflit de personnes, qui ne soit pas dans qui va gagner. Si Madame Trapp gagne, entre guillemets, parce qu'on lui rend loi, concrètement, ça veut dire que nous, justice, nous avons perdu. Mais je ne partage pas ce raisonnement. Si Madame Trapp récupère Samuel et Noah, et je l'ai déjà dit plusieurs fois devant ce tribunal, devant ce palais de justice, il n'y aura pas un gagnant et un perdant, contrairement à ce que disait ce chef de service du foyer Saint-Joseph, contrairement à ce que semble penser Madame Lalande. Il y aura 2 gagnants. L'institution judiciaire qui aura dit le droit et rendu la justice, et la famille Trapp, Samuel, Noah et moi-même, parce que nous pourrons reprendre le cours normal de nos vies. C'est simplement ce que nous demandons. Et maintenant je reviens, désolé, j'espère que vous me suivez parce que j'ai beaucoup de concepts et de notions à l'esprit, je souhaite m'efforcer de faire passer. Je reviens sur certaines choses que, bien évidemment, plusieurs d'entre vous avaient déjà entendues, parce que je garde aussi à l'esprit que des gens vont peut-être tomber pour la première fois sur cette vidéo, et qu'ils auront peut-être pour la première fois à connaître de cette situation, et que je m'efforce également d'être un peu synthétique, et de résumer. Donc je reviens à cet échange avec M. Morel. Donc, j'avais noté sa préoccupation de la vérité, sa préoccupation de ne pas voir Samuel et Noah venir ici dans quelques années, dire mais pourquoi vous avez laissé mourir notre maman? Alors justice, c'est vrai, vous l'avez rendu peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, 1 an après, mais c'était trop tard, parce qu'on ne survit pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois en grève de la faim, a fortiori en grève de la soif.
Donc, Monsieur Morel, je vous rappelle votre engagement de jeudi. Comme je vous rappelle celui que vous avez pris le jeudi qui a suivi, le 22 mars, à l'égard de ma compagne. Elle terminait son 6e jour de grève de la soif. Lundi, donc jeudi 18, lundi 22. Elle terminait son 6e jour de grève de la soif et elle entamait son 7e. Donc, bien évidemment, elle n'avait plus l'acuité mentale qui est la sienne habituellement et qui lui a permis de rédiger toutes les inscriptions de faux que je mentionnais tout à l'heure. Et j'invite un seul magistrat à se pencher sur ces inscriptions de faux et à venir contredire sur la base d'un raisonnement solide et de faits solides ce que Madame Trapp a écrit. Donc la vérité, elle se trouve là, dans les inscriptions de faux qui ont été rédigées. Donc vous avez à nouveau pris l'engagement, Monsieur Morel, lundi dernier, de faire procéder par un collège de magistrats au réexamen de ce dossier. Et nous sommes dimanche. Donc nous sommes à J10 du premier engagement que vous avez pris vis-à-vis de moi, et nous sommes à J6 de notre second engagement que vous avez pris vis-à-vis de ma conjointe, Karine Trapp. Et toujours rien. Je vous rappelle qu'elle en est à son 28e jour de grève de la faim, qu'elle reprendra très vraisemblablement faute d'avoir été entendue jusqu'à présent. Entendue, pas avec des promesses, avec un engagement factuel, une date, telle que Madame Trapp, Dr Labrèze, Monsieur Labrèze, le lundi, donc on est le 28, lundi 29, à telle heure vous aurez notre conclusion et vous saurez à quoi vous attendre. Non, vous laissez les jours passer, mais chaque jour supplémentaire est un jour de grève de faim. Et à partir de lundi ou mardi, ce sera un jour supplémentaire de grève de la soif. Et vous laissez ma conjointe détruire son organisme, tout simplement parce qu'elle demande justice. Simplement ça, justice, pas de passe-droit, que sur la base des faits intangibles, prouvables, prouvés, et sur la base du droit, un magistrat ou un collège de magistrats se ressaisissent de ce dossier et rendent justice, disent le droit. C'est tout ce qu'elle demande. Mais ça n'est pas, vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent. Je veux rappeler aussi, parce que c'est sur cette base-là, sur ce fondement-là, que Karine et moi vous avons saisi dès le début de son action. Vous connaissez bien évidemment beaucoup mieux que moi l'article 375-6 du Code civil, qui dispose qu'à tout moment, dans le cadre d'une mesure éducative, la magistrate juge des enfants en charge de cette mesure peut se saisir d'office, ou elle peut être saisie par les parents, par l'enfant, qui, rappelons-le, est au cœur de ce dispositif. C'est son bien-être que vous devriez tous avoir à l'esprit. Ou par le ministère public, c'est-à-dire par vous-même. Donc cette procédure de réexamen collégial par un collège de magistrats, elle n'était peut-être même pas nécessaire, parce que Madame Lalande, sur la base de la requête que nous lui avons transmise, requête qui repose sur le courrier que Noah lui a remis, qu'il a rédigé à son attention, dans lequel il dit qu'il n'est pas heureux là où il est, qu'il veut rentrer chez sa maman, parce que c'est là qu'il s'épanouissait de toute évidence, comme l'attestent les confrères qui ont eu à l'expertiser. Je vous rappelle également, Madame Lalande, que Noah, il a menacé de se jeter par la fenêtre pour que les gens comprennent qu'il n'était pas heureux là où il est. Est-ce qu'il faut qu'il fasse comme cette demoiselle de 15 ans, qu'il mette ses menaces à exécution pour que vous compreniez enfin qu'il n'est pas heureux là où il est et que vous ayez détruit sa vie, celle de sa maman et celle de son frère. Donc vous avez la possibilité et l'autorité pour vous ressaisir, Madame Lalande, et vous auriez dû le faire de notre point de vue sur la base des arguments nouveaux et importants. La lettre de Noah, les échanges de textos entre le père de Noah et Madame Trapp, qui acte que si conflit parental il n'est bien évidemment pas du fait de Madame Trapp, mais vis-à-vis de ce monsieur qui, par exemple, lorsque Karine lui demande aux vacances de Noël dernier d'avoir la gentillesse de réceptionner par la poste les cadeaux qu'elle va lui envoyer, parce que Noah aimerait bien qu'il soit mis au pied du sapin, et un texto lui répond « Tes putains de cadeaux, tu les gardes ». Qui est responsable du conflit, si conflit il y a, madame? Pas Madame Trapp, le père de Noah. Donc mettez les responsabilités sur les bonnes épaules, et à partir de là, vous pourrez fonder le jugement que vous allez rendre sur les faits, sur la vérité. Parce qu'aussi longtemps que vous continuerez à fonder les jugements que vous rendez sur des inexactitudes, voire des mensonges,
vous rendrez des jugements injustes, voire iniques. Et vous replacerez Noah pour 15 mois alors que vous aviez un rapport qui recommandait son retour à domicile. Voilà la vérité. Et ces paroles-là, je les assume, et je les assume pleinement. Et j'attends que quiconque vienne me demander de rendre des comptes pour tenir les propos que je tiens. Parce qu'en tant que citoyen libre dans un état de droit, je me reconnais le droit de baser mes propos sur la vérité, sur les faits, et de ne pas donner du crédit à des jugements qui se basent sur des contre-vérités. C'est ma responsabilité, c'est mon éthique personnelle, c'est ma conception de la responsabilité. Donc, on en est là maintenant. On en est au fait que Karine soit dans son 28e jour de grève de la faim et que mardi, très certainement, sauf si M. Morel tient les engagements qu'il a pris à mon égard et à son égard, et qu'il nous dit dans le délai de 24 à 48 heures, parce que je vous assure qu'il ne faut pas longtemps, un magistrat se penche sur le dernier jugement qui a été rendu par la juge des enfants et qui replace Noah pour 15 mois. Il rencontre Karine, il me rencontre éventuellement, il réexamine, il écoute ce que nous avons à lui dire, il redonne, comme je l'ai demandé, une importance égale aux propos de Mme Trapp, aux miens et à ceux des services sociaux qui sont, eux, engagés dans un récupère Noah parce qu'ils considèrent qu'ils auront perdu. Mais où est-on? Où est-on? Donc voilà, faites ce travail-là, réexaminez ne serait-ce que le dernier jugement, et vous verrez que le ou les magistrats qui le réexamineront diront « Madame Trapp, je suis désolé, nous sommes sincèrement sortir de cette situation de façon digne. » Et à mon avis, il y a une seule façon de sortir de là de façon digne. C'est que chacun ait le courage et l'honnêteté de reconnaître des dysfonctionnements s'il y en a eu. Et je pense qu'il y en a eu. Et j'ai démontré qu'il y en avait eu. Là, encore une fois, on n'est pas sur le terrain des points de vue, on est sur le terrain des faits et de la démonstration. Ce dossier, vous l'avez compris, repose dès le départ sur les allégations d'un monsieur, les calomnies du père de Samuel, qui, lorsque Karine a voulu partir, à cause des violences qu'elle subissait, a déchaîné la tempête sur elle, les services sociaux, en l'occurrence, avec ses calomnies. Services sociaux qui ont repris ses mensonges et qui les ont amplifiés. Et j'ai démontré pourtant que ce monsieur, qui est vraiment un pervers, avait manipulé l'institution judiciaire avec l'intelligence, parce que notre intelligence, bien évidemment, on peut la mettre au service de nous. Et ils sont efficaces dans la destruction, comme d'autres peuvent être efficaces dans les actions bienveillantes et la construction. Lui, il a été très efficace dans la destruction. Et j'ai pourtant démontré que les pièces qu'il avait produites pour corrompre ce dossier, que ce soit au civil et au pénal, étaient des faux. Que ces allégations selon lesquelles Mme Trapp lui avait infligé les blessures qui apparaissaient sur ses photos, c'était des mensonges, qu'il s'était automutilé. Si la justice avait fait son travail sur la base de ma démonstration simple, que la justice n'avait pas fait avant, dont acte, mais à un instant T, cette démonstration, elle est faite. Il appartenait, et les magistrats avaient la possibilité de dire « Oh mon Dieu, mais alors ce monsieur a tout corrompu. » Les décisions civiles, les expertises de mon confrère le docteur Nassif, qui prend ses photos, qui a ses photos entre les mains lorsqu'il rend ses conclusions au sujet de Karine, etc. Donc, on a la possibilité de défaire ce qu'on a fait, et on comprend ce qui s'est passé, et on rend ses enfants à Mme Trapp. L'institution judiciaire, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas souhaité le faire, malgré les engagements de M. Morel. C'est pour ça que j'en appelle maintenant solennellement à la hiérarchie de l'institution judiciaire. J'en appelle solennellement à M. Dupond-Moretti et j'en appelle solennellement à M. Macron. Ces gens qui représentent le plus haut degré, les plus hautes juridictions, ils ont l'autorité morale pour agir. Et je leur demande, je sais que leur temps est précieux, je sais qu'ils ont probablement des dossiers bien plus importants que celui de Karine Trapp, de Samuel et de Noah. Bien évidemment. Je leur demande simplement de passer un coup de fil, d'appeler un collaborateur qui est l'autorité pour agir et de lui demander de faire en sorte que les promesses faites par M. Morel soient enfin tenues et suivies des faits. Que dans les meilleurs délais, un magistrat objectif, non engagé dans cette querelle de personnes, regarde le dossier, nous entende éventuellement et se détermine pour savoir si sur la base des faits et du droit, Mme Trapp
a légitimement le droit de demander à récupérer ses enfants. Monsieur Dupond-Moretti. Non, mais pas nécessairement entendu, parce que d'ailleurs, la vérité, dans tous les écrits, dans toutes les inscriptions de faux, elle est établie, la vérité. Mais si quelqu'un, tu sais, c'est toujours important, cette notion de subjectivité. Quand on échange avec quelqu'un, d'ailleurs, que t'a dit Monsieur Morel, quand il a échangé avec toi? Madame, on voit que vous êtes posée et intelligente. Voilà. Et bien, ce constat-là, n'importe qui d'autre pourrait le faire. Qu'a dit... Voilà, oui, il l'a dit, mais qu'a dit la dame de la PJJ quand elle s'est entretenue avec toi? Que tu étais quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Il n'y a pas besoin de communiquer longtemps avec toi pour voir que tu es une mère extrêmement bienveillante, équilibrée, et que les enfants s'épanouiront avec toi comme ils l'ont fait jusqu'à ce qu'ils soient brutalement arrachés. Donc s'il vous plaît, Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur Macron, que l'un de vos collaborateurs, qui a l'autorité pour le faire, demande à l'institution judiciaire de tenir la parole qui a été portée par Monsieur Morel et qui, aujourd'hui, n'est toujours pas suivie des faits. Et je pense, Karine et moi sommes extrêmement confiants. Si ce travail est fait, j'ai la certitude, Karine a la certitude, que Samuel et Noah seront très rapidement à ses côtés et que la justice aura été rendue pour le plus grand bien des enfants. Merci à vous. Voilà, vous avez compris, on est devant le palais de justice de Nîmes. Pour ces mamans en grève de la faim, il faudrait que voilà, tous ces enfants soient rendus à leurs parents et qu'on arrête un peu. Alors, du coup, je vais vous laisser. Je vais essayer d'en savoir plus pour demain et je ferai un petit live en 30 secondes ou quoi pour vous dire les heures pour demain. Allez, merci, au revoir, bonne journée.